le vice-président de ce conseil régional. Si j'ai bien compris, vous êtes le septième vice-président, chargé de la mer et des infrastructures portuaires, membre de la commission économie, agriculture et mer et Europe. Vous étiez engagé sur l'Europe, il me semble, avant. Vous aviez été en charge de ce dossier-là auparavant. Et donc aujourd'hui, comme il est indiqué dans le programme, vous allez intervenir sur quelles perspectives pour la Bretagne dans la future politique européenne de cohésion. Alors on a parlé de plein de choses aujourd'hui. Euh, Vous arrivez en fin de journée, mais on compte sur votre dynamisme que je sais important pour justement nous parler de ce sujet qui est très très important. Monsieur Karleskind, la parole est à vous. Allez-y. Merci, merci de votre invitation. Donc, bon, j'espère que je vais essayer de dynamiser, enfin, du moins de ne pas être trop long et rébarbatif avec mes propos. Bon, je viens de faire 2 heures et demie de route. J'ai eu le plaisir de traverser toute la Bretagne de part en part. J'étais à Quimper toute la matinée pour un colloque sur la pêche, très intéressant, sujet éminemment européen, éminemment breton. Et donc, bah, je suis heureux d'être parmi vous, de saluer les uns et les autres ici réunis. Alors, j'avoue que j'aurais bien aimé voir un peu plus le retour de vos ateliers, mais bon, voilà, je ne peux pas rouler au-delà des vitesses autorisées. Et puis, comme il pleut, de toute façon, c'était pas prudent de faire des excès de vitesse. Alors, vous m'avez demandé de peut-être redire qui je suis. Effectivement, vous l'avez dit, j'ai été de 2010 à 2016 le conseil régional, puis le vice-président en charge des questions européennes pour le conseil régional de Bretagne, et puis après les élections donc de fin 2015 et puis la nouvelle mandature qui a commencé début 2016. J'ai souhaité ne plus m'occuper des affaires européennes pour me recentrer sur les affaires maritimes et les questions portuaires. Si je dis que j'ai souhaité ne plus m'occuper des affaires européennes, c'est parce que j'ai vraiment ne plus souhaité m'occuper des affaires européennes. Hein. J'ai explicitement demandé à ne plus m'en occuper, et ça mérite peut-être une explication parce que le sujet est hautement intéressant, mais je résume cela, et en plus on est dans une abbaye, donc on me comprendra d'autant plus par un moment pour rester croyant, il faut arrêter d'être pratiquant. Et j'ai mené pour le compte du Conseil régional de Bretagne la négociation avec les fonctionnaires de la Commission européenne pour la mise en œuvre des fonds européens, du FEDER, du FSE, du FEADER et du FEAMP. Enfin, on a déjà expliqué tout ça, donc je ne refais pas les acronymes. Mais donc j'ai négocié pour le compte de la région Bretagne, sous l'autorité de Jean-Yves Le Drian, la mise en œuvre, enfin la programmation, les programmes opérationnels de ces différents fonds, puisque le FEDER est rigoureusement géré par le Conseil régional de Bretagne, qui est une autorité de gestion pleine et entière. Un tiers du FSE l'est également entièrement par la région Bretagne, le FEADER également, et puis le FEAMP, c'est une gestion déléguée par l'État. Donc j'ai négocié personnellement pendant des heures dans des bureaux sinistres à Bruxelles les orientations de ces différents fonds. Et à un moment, je vous le dis, je n'ai pas aimé ce que j'ai vu, je n'ai pas aimé ce que j'ai entendu, je n'ai pas aimé, j'ai aimé ce que j'ai fait. Parce que de façon générale, je n'ai pas dit que j'aime spécialement, que je trouve ça extraordinaire tout ce que j'ai fait, mais j'ai trouvé cela très intéressant. Mais à un moment, et je pense que ça rentre en résonance avec tout ce que vous avez pu évoquer dans l'après-midi, il y a il y a parfois des confrontations difficiles à supporter entre une analyse froide qui vient d'un niveau assez éloigné du terrain et puis ce que l'on vit. Quand à un moment je me suis retrouvé face à un responsable du FSE qui m'explique qu'il ne voulait absolument pas qu'il y ait du FSE sur les formations dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire, qu'il s'adressait en cela aux représentants de la région Bretagne, une région dans laquelle le secteur agricole et le secteur agroalimentaire avaient justement besoin d'être dans une phase de transition. Et quand on est dans une phase de transition, on a besoin de formation pour former les nouveaux métiers, les nouveaux types d'agriculture, les nouvelles transformations de l'agroalimentaire. Donc quand ce monsieur me dit, mais nous avons fait toutes les analyses qu'il faut, et donc on vous dit, il n'y a pas d'avenir pour l'agriculture et l'agroalimentaire en Bretagne. Et donc là, à un moment, moi je me dis, non, je peux plus, je ne peux pas entendre ça. Je ne peux pas entendre ça et je vais vous le dire très simplement. Je me souviens, c'était une réunion à Montpellier, c'était une grande réunion nationale, un peu préalable à la mise en œuvre de la nouvelle programmation 2014-2020. En plus,
il y avait cette espèce de, je le dis comme je le pense, hein, vous m'excuserez d'être un peu franc et un peu rêche dans la façon de le présenter, mais j'ai trouvé qu'il y avait une morgue absolument monstrueuse de la part des fonctionnaires européens quand ils s'adressaient aux représentants de l'État français. Il y a un moment, quand on est dans un système qui se veut démocratique, eh bien, il faut respecter les différents niveaux de la démocratie qui s'expriment, et un fonctionnaire européen n'a pas à mépriser un fonctionnaire français de la même façon qu'un fonctionnaire français n'a pas à mépriser un fonctionnaire européen. Et en l'occurrence, c'était des leçons qui étaient assénées à longueur de séance. Je suis sorti de là, je me suis dit, si on veut que le Front National fasse des scores extraordinaires aux prochaines élections, on diffuse la vidéo de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc il y a un moment, je me suis dit, je veux prendre le recul nécessaire pour continuer d'y croire. Et prendre le recul nécessaire, ça voulait dire arrêter d'avoir les mains dans le cambouis. C'est pas que c'est inintéressant, mais il y a un moment, j'avais envie de prendre le recul, de ne plus être totalement dans la mise en œuvre, dans la boutique, la boutiquaillerie en quelque sorte, parce que mine de rien, quand on parle des circuits des fonds européens, malheureusement, j'ai toujours les mains dans, enfin malheureusement, j'ai quand même un peu encore les mains dans le Oui, ce que cambouis, hein, j'allais vous dire, parce que vous êtes pas trop déçu sur la mer d'être confronté en permanence à la question de Bruxelles alors sur parce la que moi, mer, moi je suis en charge de la parce que la mise en politique de œuvre. la pêche, c'est quelque chose de très important C'est justement au quelque niveau chose européen. de très important, mais là où je vous dis que je reste les mains dans le cambouis sur le côté un peu administratif de la gestion de ces fonds, c'est que sur le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, on frise la caricature. On frise la caricature, et aujourd'hui nous avons un fonds qui est dédié à la pêche, à l'aquaculture, au sujet maritime, mais quand même très pêche, aquaculture, qui est inopérant. Voilà, qui est inopérant. Parce qu'on a décidé Dans qu'il ne quel serait pas sens? opérant. Enfin, qui était inopérant, qui est tellement compliqué à utiliser que Vous êtes confronté à l'aspect technocratique qui est trop compliqué. absolument. Moi, quand je vais voir des petits conchyliculteurs qui ont envie de se développer, qui veulent acheter tel matériel pour se dire, bah, je vais peut-être créer le deuxième emploi dans mon entreprise individuelle, et je pourrais, logiquement, j'ai les moyens de lui donner la subvention européenne qui doit l'aider à faire ça. Donc, sur le papier, c'est bien, ça marche. Mais c'est pour ça que je vous dis que pour rester croyant, il faut arrêter de pratiquant, parce que une fois qu'on est pratiquant, eh ben, c'est pas possible. Le bonhomme en face, il me dit, mais jamais j'irai chercher votre subvention, ça va me coûter 3 fois le prix de la subvention pour avoir votre subvention. En termes de dossier, de temps passé, de contrôle, de déclinaison. Donc on est dans un système qui... Enfin, c'est pas tout à fait le sujet pour lequel je voulais, mais je voulais quand même... Non, mais on va Voilà. continuer à vous interroger, vous inquiétez Non, pas. mais il y a un moment, il faut bien voir que pour avancer, il faut aussi que ça marche, quoi. Ça, on peut pas juste être théorique. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces gens-là, ils disent, mais en fait, l'Europe, elle sert à rien, elle m'aide pas, elle me prend mes impôts et elle va la redistribuer à qui? Parce que la grosse entreprise de conchyliculture qui a son secrétariat, son comptable et ainsi de suite, elle va la demander, sa subvention, mais elle en a pas besoin. Oui, Elle en a c'est pas comme dans besoin. l'agriculture où pour les gros céréaliers, il n'y Voilà. a pas de souci, et pour les petits agriculteurs, c'est très très compliqué en fait. Voilà, c'est exactement. Mais c'était pour illustrer, si vous voulez, le propos et vous dire pourquoi, il y a un moment, bah, j'ai souhaité prendre un petit peu de recul parce que je reste profondément européen, je reste profondément persuadé de l'utilité d'un certain nombre de ces instruments. Parce Et que je me souviens avoir mangé avec vous, et donc c'était du off, donc vous n'aviez pas besoin de jouer quoi que ce soit, vous aviez vraiment l'Europe chevillée au corps. ah oui, toujours, toujours, bien au contraire. Mais justement, sur la politique de cohésion, on est bah, dans ce moment où en préparation de la période 2021-2027, les réflexions vont bon train sur ce qu'on va faire, sur ce que l'on a fait. Si vous reprenez globalement quand même ce qu'on a réussi à faire sur le Fonds européen de développement régional, j'ai vécu aussi des moments, mais pour vraiment là, on va être en pleine cohésion. Quand on a préparé le programme opérationnel 2014-2020, initialement, on devait consacrer, enfin concentrer, ça devait être 80% ou 70%, je me souviens plus, sur 3 objectifs thématiques principaux, la recherche, l'environnement, et puis un troisième qui devait être l'énergie. Enfin, bon, enfin, dedans, il n'y avait pas le numérique. Il n'y avait pas le numérique. Or, on a quand même un projet en Bretagne qui est de dire il faut qu'on arrive à se connecter au reste de l'Europe. Il faut qu'on arrive à se connecter au reste de l'Europe pour faire vivre une idée qui est, à mon sens en tout cas, la cohésion territoriale. Et c'est intéressant que vous m'interrogiez sur le mot cohésion, enfin sur la politique de cohésion, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu ou lu, c'est le mot qui était absent du discours de Juncker lors de leur dernier discours sur l'état de l'Union.
il ne l'a pas prononcé. Alors, pour l'avoir suivi, je valide. Voilà. Merci. Il ne l'a pas prononcé. Et pourtant, la cohésion économique, sociale et territoriale fait partie des objectifs explicites de l'Union tels que définis dans les traités. Et donc ça pose une vraie question. Ça pose une vraie question et au fond, parce qu'il n'en a pas parlé, moi ça m'intéresse. Et la deuxième chose, c'est parce que nous sommes en Bretagne, ça m'intéresse. Et en particulier cette question de la cohésion territoriale. Comment pourrions-nous imaginer un ensemble comme l'Union européenne de 500 millions d'individus si nous n'avions pas chevillé encore, enfin du moins, comment pourrions-nous imaginer porter un projet pour ces 500 millions? 500 millions, ils existent avec ou sans l'Union européenne, mais il y a le projet qui est celui de l'Union européenne. Comment pourrions-nous imaginer un projet tel que celui de l'Union européenne sans prendre en compte cette question de la cohésion? La cohésion économique, la cohésion sociale, on comprend à peu près ce que c'est. La cohésion territoriale, c'est venu un peu plus tard d'ailleurs, finalement, dans les concepts qui sont venus un petit peu se raccrocher sur l'idée même de l'Union européenne. Mais la cohésion territoriale, c'est simplement dire que vous pouvez organiser un marché libre, vous pouvez organiser la circulation libre des biens, des personnes, mais si vous n'avez pas de route pour aller d'un endroit à l'autre, vous avez beau autoriser la circulation des biens et des personnes, ça n'a aucun intérêt. Et personne n'y gagnera. Et donc si vous n'êtes pas capable de donner du sens au projet européen sur l'ensemble du territoire européen, c'est-à-dire faire en sorte que l'idée européenne, et quand je dis l'idée européenne, pour repartir un peu sur ce qu'était la communauté économique européenne, le marché commun, tout ça n'a de sens que s'il se retrouve sur un territoire qui fait l'objet d'un minimum de cohésion. Cohésion économique, cohésion sociale, mais aussi cohésion territoriale. Et quand on habite comme moi au bout du monde à Brest, il reste encore quelques kilomètres avant de toucher complètement l'Atlantique, au-delà du Conquet et d'Ouessant. On comprend rapidement ce que ça signifie, cette cohésion territoriale. Et encore, à Brest, on est dans une grande ville. Alors si on va un petit peu plus loin, allez, on va aller à Ploarzel. Ploarzel, c'est vraiment au bord de la mer. Quand vous êtes à Ploarzel, vous êtes loin de tout. Vous avez ce sentiment d'être loin de tout. Et donc, on a la nécessité de se battre si on veut faire comprendre aux citoyens de Ploarzel qu'il appartient effectivement à cette Union européenne, on est quand même obligé de se battre à un moment et de lui dire oui, vous appartenez et vous participez de ce grand projet qu'est l'Union européenne. Et donc c'est pour ça que, sous l'impulsion de Jean-Yves Le Drian, nous avions mis en place le programme Bretagne très haut débit, qui avait été négocié avec l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale de Bretagne, avec comme clé de justice entre les différents EPCI, l'idée qu'on pourrait orienter 100 millions d'euros de fonds européens, de FEDER, sur la période 2014-2020. Alors pourquoi? Simplement, quand vous branchez une prise de fibre optique à Rennes, ça ne coûte pas forcément très cher. Puisque vous allez tirer un câble d'1 kilomètre, vous faites 1 kilomètre dans Rennes, vous allez toucher un nombre d'habitations absolument phénoménal. Par contre, vous trouvez un câble, 1 kilomètre de câble, dès que vous sortez un petit peu de Saint-Jacques de la mer, là, vous comprenez que vous allez en toucher nettement moins. Et donc, il y avait des disparités énormes. Mais l'idée, c'est que nous voulions que ce très haut débit, il soit au même tarif, quel que soit l'endroit où vous êtes en Bretagne. Et donc, il y avait une péréquation à organiser, et on voulait faire en sorte, et en fait, nos calculs nous arrivaient à nous dire, il faut orienter 100 millions d'euros de fonds européens sur ce déploiement de la fibre optique en Bretagne pour y arriver. C'est ça la cohésion territoriale. C'est simplement de se dire qu'en fait, quel que soit le point de la Bretagne, j'ai droit au même service. Et moi, je suis allé prendre mon bâton de pèlerin avec Jean-Yves Le Drian, et on a voulu, puisque à l'époque, je vous rappelle, 3 objectifs thématiques, il n'y avait pas le numérique, il n'y avait pas le déploiement de la fibre optique. La Commission européenne nous disait niet. Non, pardon. Oui, mais c'est parce que les États lui avaient pas autorisé à financer ça. Pas du tout. C'était sa proposition. C'était sa proposition réglementaire qu'elle a portée elle-même. Et donc c'était la proposition initiale de la Commission européenne qui est responsable au terme des traités de l'initiative législative et que donc ensuite elle a mis dans les tuyaux de la discussion du Conseil et du Parlement. Et c'est le Conseil et le Parlement qui ont modifié
modifier cet impératif de concentration thématique en rajoutant une quatrième thématique qui est le numérique. Mais je me Vous rappelle voyez, ça a porté puisque Jean-Claude Juncker absolument. en a parlé du numérique. Mais absolument. Non, mais je ne dis pas du tout que les choses ne sont pas, mais au contraire. Mais ceci dit, je me rappelle quand même avoir des discussions assez épiques avec notamment le directeur de la politique régionale, Walter Defa à l'époque. On l'avait interpellé avec un certain nombre de régions. Avec la conférence des régions périphériques maritimes, on avait organisé un déjeuner où président et vice-président de région, de de représentant un peu les différents secteurs géographiques de la conférence des régions périphériques maritimes, étaient venus expliquer leurs problématiques, qu'est-ce qu'on attendait de la prochaine politique programmation. Ça devait être à peu près en 2012. Moi, on m'avait demandé de porter le sujet du numérique, qui était hautement sensible pour la Bretagne. Et j'avais donc dit, voilà, monsieur, vous allez me proposer des trucs sur l'innovation, mais vous savez, moi, ma PME, elle s'en fiche un peu d'avoir une subvention pour l'innovation, parce que si elle n'a pas le très haut débit, elle viendra même pas s'installer. Elle ira à Rennes, ce qui est bien, c'est en Bretagne, ben enfin, la Bretagne est un peu plus vaste que Rennes, ou elle ira juste en région parisienne, parce que y a le très haut débit, c'est beaucoup mieux. Donc je lui dis, vous pouvez me demander d'orienter 100, 150, 200 millions d'euros sur le soutien aux PME. Si la PME elle n'a pas le très haut débit, elle ne viendra pas. C'est tout. Ça se passe comme ça. Et il me dit un truc, je n'ai pas encore tout à fait compris, ou je pense qu'il se foutait de moi. Il se moquait de moi un petit peu. Il me répond, ah non mais vous savez, avec notre grand mécanisme d'interconnexion européenne, eh bien nous allons faire un énorme tuyau qui relie Paris à Bruxelles. Et donc, vous verrez bien, il y aura bien un jour la fibre optique qui ira de Paris à Rennes et puis à la Trinité-Porrette. Et puis vous serez connectés, puis ça passera par le très gros tuyau qui va jusqu'à Bruxelles. Là, je me suis dit, voilà un homme qui a bien compris le principe de la politique de cohésion dont il est en charge. C'est pour vous dire parfois qu'il faut arrêter d'être pratiquant pour continuer à être Mais alors croyant. justement, aujourd'hui là, quels sont vos objectifs, vous en tant que conseiller régional de la Bretagne, justement pour le prochain budget? Parce que le budget est en train de se négocier actuellement. Est-ce qu'il faut être inquiet? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes plutôt confiant? Voilà. Alors, pour le prochain budget, de façon étonnante, malgré la baisse globale du budget prévu pour la politique de cohésion, on a plutôt, je ne sais pas si c'est une bonne raison, enfin on a une raison d'être optimiste, c'est qu'on passe des régions les plus développées aux régions dites en transition. Vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Voilà. Alors, c'est une bonne nouvelle à deux titres. C'est une bonne nouvelle parce que, en fait, les règles sur les définitions des régions en transition et les plus développées ont changé. Avant, vous étiez région en transition quand vous aviez un PIB moyen par habitant entre 75 et 90% du PIB moyen européen. Nous étions juste au-dessus. Maintenant, c'est 75-100%. Donc, en fait, c'est la fourchette qui a changé, qui fait que, à part en France métropolitaine, l'Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, toutes les régions françaises sont maintenant des régions dites en transition. Ce qui fait un peu bizarre. Ceci dit, quand vous regardez la carte européenne, vous avez l'impression que la France est pauvre. Mais c'est comme ça. Voilà. Toutes les régions françaises, à part l'Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, sont dites en transition. Et puis la deuxième chose, elle est que globalement, depuis de nombreuses années, les régions françaises et la région Bretagne voient leur PIB moyen diminuer par rapport au PIB moyen européen. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, ça, on s'appauvrit. Non, on ne s'appauvrit pas. C'est juste que la croissance des régions, notamment des pays de l'ancien bloc soviétique, est beaucoup plus importante. C'est un excellent signe et ça veut aussi dire accessoirement que la politique de cohésion, pour le coup, qui a permis d'aller investir dans ces régions, marche. Parce que ces régions rattrapent leur retard. Donc comme elles rattrapent leur retard, elles font augmenter le PIB moyen européen plus vite que notre PIB n'augmente. Donc voilà, ça explique qu'on nous a tendance à baisser par rapport au reste des régions. Donc la première chose, c'est que nous changeons de catégorie. Ce qui veut dire que nous allons être dans une catégorie où la modalité de calcul de l'enveloppe, qui est théorique, parce qu'elle est théorique, qui nous sera allouée, change. Et donc, a priori, on est susceptible d'avoir plus de moyens. C'est-à-dire que pour le financement, en tous les cas, le projet sera pas, vous n'aurez pas à trouver de cofinancement, enfin, vous aurez moins de cofinancement à trouver.
Il y a ça, mais il y a aussi le fait que l'enveloppe globale sera plus importante. L'enveloppe devrait être plus importante. Alors je dis théorique, parce qu'il y a une petite subtilité. Les enveloppes sont calculées d'après un système de calcul qui est défini par la Commission européenne. Donc c'est calculé par région, mais ensuite la Commission européenne verse de façon agrégée l'argent à chaque État membre. Et c'est chaque État membre qui est libre de la répartition entre les différentes régions. Ça c'est à savoir. Hein. Et tant mieux, parce que sur la période 2014-2020, si nous nous en étions tenus aux modalités de calcul de la Commission européenne, c'est pas 500 millions d'euros FEDER plus FSE que nous aurions eu, c'est 250 millions en tout. FEDER plus FSE. Donc c'est aussi parce que l'État français à un moment a fait une répartition au sein de ces régions que la région Bretagne ne s'est pas retrouvée complètement déshabillée sur la période 2014-2020. C'est justement la démarche européenne, justement d'éviter que tout se décide de Bruxelles et faire attention à la réalité des territoires. Alors donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que vous allez flécher ça sur quoi? Enfin, sur quoi vous avez le droit de flécher ça, pour être précis? Sur quoi on a le droit de flécher ça? La Commission, dans sa proposition législative, hein, puisque comme nous sommes toujours au stade des propositions législatives et que le débat est en cours, a décidé de proposer 5 objectifs, alors je sais pas, c'est des objectifs stratégiques, je crois, 5 objectifs stratégiques que j'ai dû noter quelque part parce que je retiens plein de trucs, mais pas tout quand même. Donc je vais vous les dire. Le premier, quand même, je le retiens, c'est l'Europe intelligente. Donc c'est la recherche, l'innovation, le soutien aux entreprises. Évidemment, je pense que je vais perdre ce que j'avais. Voilà, Europe intelligente. Le deuxième, c'est l'Europe verte. Donc ça, c'est sur tous les aspects environnement. La troisième, c'est l'Europe plus connectée. On revient sur le numérique. Le quatrième, c'est l'Europe plus sociale. Et le cinquième, c'est l'Europe plus proche des citoyens. C'est la déclinaison en local c'est une territorialisation infrarégionale des fonds européens. Sur la période qui vient, la proposition de la Commission, elle est de flécher obligatoirement au minimum 45% de l'enveloppe globale de FEDER sur le premier objectif, l'Europe intelligente, et 30% sur le deuxième objectif, l'Europe verte. Donc on va être quand même sur un fléchage d'au moins 75% des fonds qui vont être alloués sur ces deux premiers objectifs. L'innovation et l'Europe verte. Innovation, recherche, soutien aux PME, et puis l'Europe verte. Donc dans le vert, il y a, alors faut que je ne suis plus en charge du sujet depuis 3 ans, donc je ne connais pas non plus tous les détails, mais dans l'Europe verte, il y a la biodiversité et puis tous les aspects liés à l'énergie aussi. C'est assez important, d'autant plus qu'en Bretagne, on a toujours des besoins tout à fait conséquents. Il est clair que sur le premier objectif, on a toujours un enjeu en Bretagne. On a toujours un enjeu, et moi je veux le mettre en perspective avec des choses un peu malheureuses qui nous sont arrivées ces dernières années. Je veux parler par exemple des échecs que nous avons connus sur les programmes d'investissement d'avenir. Ceux qui ont pu suivre un petit peu les aventures de l'Université Bretagne-Loire, de la commu UBL, des appels à candidature, on rentre vraiment dans du techno un peu, mais IDEX, Initiative d'Excellence, qui avait été lancée par le gouvernement et sur lequel les différentes universités bretonnes, avec les écoles d'ingénieurs, les différentes écoles, ont échoué à plusieurs reprises, ont échoué à décrocher ce label d'excellence un petit peu ultime. Et quand on regarde précisément la présence d'un certain nombre d'organismes de recherche, je pense au CNRS, sa répartition territoriale, vous voyez que à l'ouest d'une diagonale, l'île Bordeaux, le CNRS est un peu absent. C'est-à-dire que l'ouest de notre pays a historiquement un peu de retard. Et que c'est parce que nous avons eu des promoteurs de nos territoires intelligents pendant ces dernières années qui ont mené un investissement très lourd, très convaincu, très fort, qu'on rattrape notre retard. Mais il y a toujours ce petit retard à l'allumage dans notre territoire, où globalement, on est peut-être, parce qu'on est parti de beaucoup plus loin que d'autres territoires, on a toujours encore un petit peu de retard. On a toujours encore un petit peu à faire. Et je crois que cet axe, il va être extrêmement important, il va être extrêmement structurant pour permettre de poursuivre cet effort de monter en niveau de notre recherche. Moi, je crois que
sans rentrer dans le débat des concurrences entre Rennes, Nantes, Brest, Lorient, tout ça, parce que c'est pas forcément le sujet. Mais je crois qu'on a encore vocation augmentée parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas cette reconnaissance de l'excellence qui aujourd'hui existe dans nos différentes places universitaires en Bretagne. Il n'est pas normal que sur Rennes, il n'y ait pas une meilleure reconnaissance de l'excellence universitaire. Il n'est pas normal que sur Brest, il n'y ait pas une reconnaissance supplémentaire, notamment sur les thèmes plus spécifiques sur Brest, comme sur qui sont la mer en particulier, À Lorient et évidemment aussi. à Lorient. Oui, je veux dire, on est sur en plus on est sur des collaborations qui s'établissent. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. On a eu en Bretagne pas mal de programmes pour porter les startups. Ça a plutôt bien marché. Et quand je parlais de l'excellence qui existe dans les établissements d'enseignement supérieur bretons, beaucoup de startups en sont issues. On en voit, elles sortent, elles émergent. C'est extrêmement important. On a un deuxième pas à franchir, c'est de les faire grandir. Ça, c'est global en France. Hein. C'est pas spécifique à la Bretagne, mais c'est très vrai en Bretagne où on a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent, beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination. Et ça, il va falloir qu'on regarde de près comment est-ce qu'on oriente ces fonds européens. On l'a déjà fait sur la programmation actuelle. Hein. La région Bretagne a orienté 10 millions d'euros du FEDER 2014-2020 sur la création d'un fonds d'investissement qui co-investit dans les startups sur des tickets entre 250 000 et 750 000 euros. Il y a déjà eu 13 prises de participation. J'en parle parce que je suis dans le comité stratégique du fonds qui permet de faire grandir des startups qui sont nées chez nous ou qui d'ailleurs viennent s'installer chez nous. Fait intéressant. C'est pas évident. Pendant des années, on n'a pas imaginé que des startups, singulièrement pour un Brestois, que des startups puissent venir s'installer chez nous. Maintenant, il y en a. Il y en a qui naissent en région parisienne, qui viennent s'installer chez nous. Ils se disent c'est quand même mieux de grandir chez nous. Donc on leur donne les moyens. Donc 10 millions d'euros ont été fléchés et on vient de rajouter 10 millions d'euros pour porter à 20 millions ce fonds. Et pour le coup, la construction de la LGV et l'argent supplémentaire obtenu par le lobby breton justement pour cette construction aide à ça notamment. Absolument. Mais là, on remonte un peu plus loin, parce que en fait, la partie TGV financée par l'Europe, d'ailleurs qui n'était pas la partie TGV, qui était la partie après Rennes, enfin, quand on vient de Paris, Oui. Rennes-Brest, Rennes-Quimper, donc 100 millions d'euros. On avait fait le même coup qu'on avait tordu le bras de la Commission européenne. De la même façon qu'on avait tordu le bras pour avoir 100 millions d'euros sur le numérique, on avait tordu le bras pour avoir 100 millions d'euros pour la ligne à grande vitesse, mais il est évident que ça contribue à cet élément. Ça contribue aussi de la cohésion territoriale. Ça, faut pas l'oublier. Il faut bien l'avoir en tête. Ce sont des éléments importants. J'ai deux petites questions. Première question, vous êtes donc en charge de la mer, enfin de ça. Par rapport au prochain budget, dans ce que vous devez probablement surveiller, est-ce que les perspectives, justement, ce qui est en train d'être fléché par rapport à ces questions-là, est-ce que ça vous plaît ou vous êtes inquiet Alors, sur la pêche? sur la pêche. Alors moi, il y a un autre sujet, juste pour finir sur cet aspect cohésion, et je reviendrai sur la pêche. La cohésion, c'est évidemment la politique de cohésion, mais ce n'est pas que la politique de cohésion. Et il y a quand même un truc, moi, que je voudrais souligner, parce que c'est extrêmement important. Au niveau des régions périphériques maritimes, on s'est beaucoup battu pour ça. C'est un changement de logique dont on parle assez peu, mais qui est extrêmement important, parce qu'on a surtout mis ces derniers temps le fait que les ports de Brest, Saint-Malo, là, ne sont pas sur le corridor qui relie l'Irlande au reste de l'Europe. En soi, c'est pas un problème. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Facialement, c'est un vrai problème parce que l'Irlande passe devant nous et puis voilà. Mais Vous avez eu des très bons articles sur cette question-là dans un journal de l'Ouest de la France. Absolument, absolument. Non, mais et que vous pouvez retrouver en ligne. Qui a bien expliqué les choses. Mais ce qui est en train de changer et qui est extrêmement important, c'est que sur la période actuelle, et ce pourquoi c'était vraiment un problème dans le cadre financier actuel, c'est que 90% des financements du mécanisme intereuropéen de transport, enfin du mécanisme de connexion intereuropéen, pardon, de mécanisme d'interconnexion européen, voilà, MIE. 90% des 30 milliards qui sont dédiés au transport allaient nécessairement vers ce qui fait partie des corridors. Donc si vous n'êtes pas dessus, vous partagez 3 milliards avec le reste du monde. Donc en fait, il n'y a rien, quoi. Quasiment rien. Sur la période qui vient, et ça c'est un élément extrêmement important, et quand je parle de cohésion territoriale, ça prend tout son sens.
La clé de répartition n'est pas 90% sur les grands corridors et 10% sur le reste du monde, mais 60% et 40%. Avec des projets dans ces 40% qui sont des projets extrêmement intéressants, d'autoroutes de la mer notamment. Par exemple, on peut tout à fait imaginer des autoroutes de la mer entre l'Irlande et les ports bretons. Et là, on n'a pas besoin d'être labellisé, d'être tamponné corridor ou réseau central pour ceux qui fouillent encore plus que ça. Verdissement des moyens de transport, donc c'est est-ce qu'on peut améliorer les bateaux, changer leur propulsion, les faire passer au GNL. Euh, Informatisation, automatisation des plateformes portuaires, c'est un élément important sur toutes les formalités, sur les formalités de passage, donc améliorer nos systèmes. Ça, c'est un élément absolument essentiel qui va dans le sens d'une vraie cohésion territoriale. C'est-à-dire que le principe qui a prévalu sur la période 2014-2020 avec ce règlement 90-10, c'était tout sur les grands axes. Donc en gros, on fait tout passer par Rotterdam et Anvers au risque de la congestion inimaginable qu'on peut imaginer justement, à une nouvelle configuration où certes on continue à évidemment être fort dans l'investissement sur les grands axes de transport, c'est normal, on a quand même des axes majeurs, mais où l'Union européenne porte un regard assez attentionné et finalement un financement assez intense sur les autres types de transport. Les autres lignes, les lignes secondaires, celles qui finalement font vivre l'intégralité du territoire européen et par exemple permettent à Brest à un moment de dire peut-être que j'ai quelque chose à développer, peut-être que j'ai un intérêt pour le transport et ma marchandise pour faire Dublin-Brest, elle va peut-être faire un bateau qui fera effectivement Dublin-Brest et non pas un bateau qui fait Dublin-Rotterdam et un camion qui fait Rotterdam-Brest, ce qui est parfaitement absurde, ce qui écologiquement est stupide et qui n'a aucun sens. Voilà. J'ai une dernière question. Il fallait quand même le dire parce que, Ouais. enfin, je veux dire, il faut l'avoir en tête. On va aller sur on va avoir des élections européennes. On va pas te dire que l'Union européenne a plein de défauts et ainsi de suite. Moi, je crois que c'est un élément extrêmement important pour notre territoire à avoir en tête. Et qui en plus est très parlant parce que quand on regarde les cartes, on comprend justement cet intérêt-là. Dernière question, est-ce que, là c'est les négociations sur le budget, est-ce que vous faites un lobbying auprès du gouvernement français pour qu'il défende vos priorités et si oui, comment se passent les relations? Alors, là pour le coup, comme c'est pas moi qui m'en Puisque occupe, le ministre chargé des affaires européennes et de l'Europe est un ancien président de la région. Effectivement. Les régions ont toujours eu cœur à faire un lobbying à plusieurs niveaux. Un lobbying non seulement auprès des institutions européennes, soit en direct. On a notre petite délégation bretonne à Bruxelles. Enfin, petite, on a une belle maison de l'Europe maintenant pour ceux qui sont allés, où ça devient un bel outil qui, je trouve, euh, donne une belle image de la Bretagne à Bruxelles. On travaille évidemment à travers nos réseaux de régions, que ce soit l'association Région de France pour les régions françaises, et puis la conférence des régions périphériques maritimes qui porte un certain nombre de messages. Après, c'est toujours un peu compliqué de faire émerger des positions qui peuvent être endossées par 150 régions, mais quand même, il y a un certain nombre de grands principes qui restent importants. Et puis, il y a Conférence qui est basée. qui est basé dont le siège est à Rennes. Voilà. Rennes. Mais bon, elle est de plus en plus bruxelloise quand même. Avec le temps, ça a tendance à être de plus en plus bruxellois. Et il y a cette interaction avec le gouvernement qui se fait évidemment. Bon, il se trouve que le ministre de l'Europe connaît bien les sujets, connaît bien les sujets bretons, et donc là, on a des interactions assez permanentes pour essayer de faire évoluer les positions de l'État. Après, l'État, lui, il a en charge aussi la supervision de ce qui se passe sur énormément de régions. Je dois dire quand même que moi, j'ai une petite surprise qui n'est pas forcément liée tant que ça à l'État, mais quand même un peu après une période où on a vu les régions monter en puissance dans la gestion des fonds, une régionalisation d'un certain nombre de fonds, une volonté affichée aussi bien de la Commission européenne, mais aussi que certains pans du gouvernement français de recentralisation de ces fonds. C'est vrai sur le FEADER par exemple, sur les fonds agricoles, où là, de façon assez étonnante, alors que la Commission européenne avait toujours porté d'un bon œil sa relation avec les régions, la proposition est faite que les régions ne soient plus autorités de gestion pour le FEADER.
C'est tout à fait surprenant parce que ça vient de la Commission européenne elle-même. Là, j'avoue que on n'a pas d'explication autre que c'est compliqué de gérer 350 régions quand on est à la Commission européenne. Ils veulent plus de Certes, verticalité en fait. ils veulent plus de verticalité. Est-ce qu'il y a une volonté aussi d'être peut-être en prise plus directe sur l'usage des fonds? C'est possible avec le semestre européen que la Commission européenne veut aussi plus prescriptif. Il y a peut-être de ça. Bon, sur les fonds pêche, il y a toujours eu de toute façon seulement des programmes opérationnels nationaux. Sur les fonds agricoles, c'est un petit peu différent. Donc voilà, peut-être quelques questions encore qui se posent.